Salut les ombres, ici Art. Salut les hommes, c'est Yuri. Coucou les ombres, c'est Bueno. On vous souhaite la bienvenue pour ce nouvel épisode de votre podcast Les ombres LGBTQ+. Aujourd'hui, pour cet épisode, nous recevons comme invité Jérémy Clavier-Hédro. Vous le connaissez sûrement pour ses multiples interventions sur des médias comme Brut, Combini et plein d'autres. Il aborde différentes casquettes depuis son coming out, passant de rugbyman professionnel, activiste et participe aussi régulièrement à des conférences. C'est le premier sportif français noir encore en activité à avoir fait son coming out en France, donc autant vous dire qu'il était d'utilité publique de le recevoir dans les ombres afin qu'il nous partage et vous partage son histoire incroyable. J'ai particulièrement hâte de le découvrir et j'imagine que mes amis Bueno et Younes. Ouais, moi j'ai pratiquement hâte, hein. J'ai vraiment hâte, surtout que c'est un personnage emblématique du milieu du rugby pour son côté activiste. Donc j'ai vraiment hâte d'entendre son histoire et de voir tout ce qu'il va nous dire concernant son expérience. Bah pour ma part, pour l'avoir rencontré, c'est vraiment un personnage lumineux et je pense que voilà, les ombres seront ravis de l'écouter, de partager son histoire. Top. Donc sans plus tarder, accueillons Jérémy Clavier-Hédro. Salut Jérémy, bienvenue à toi. Bonjour à tout le monde. Jérémy Clémédrou, donc je suis un rugbyman professionnel. J'ai 33 ans, d'origine antillaise et j'habite actuellement à Bordeaux. Ok, merci beaucoup pour cette présentation. Est-ce que tu peux nous dire un peu dans quel contexte familial tu as grandi? Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton enfance? Est-ce que tu es religieux ou pas religieux? Yes. Donc j'ai grandi dans une famille antillaise, comme je vous ai dit, avec trois sœurs et deux frères. Donc on est six, une famille nombreuse pour certains ou pas pour d'autres. Euh, j'ai grandi dans un quartier un peu populaire sur les Hauts-de-Rouen. Mes parents sont ouvriers tous les deux. Ils se sont pas mal sacrifiés pour nous offrir une bonne base. Donc, on était tous dans des écoles privées. Pour avoir plus de tranquillité le soir, donc on faisait tous deux sports, tous mes frères et sœurs. Comme ça, le soir, après l'école et le sport, on était fatigués. Mes parents avaient la paix à la maison. Mais voilà, j'ai grandi dans un contexte bon enfant, avec beaucoup de camaraderie et de fraternité. Et je manquais de rien. C'était pas non plus, euh, comment dirais-je, mes parents ne vivaient pas de manière très très aisée, mais il y avait une bonne ambiance, une bonne entente à la maison et c'est le principal. Sinon, après, pour parler de la religion, j'ai eu une grande éducation religieuse. J'ai légèrement la foi. Je ne suis pas forcément un grand pratiquant, mais j'ai été éduqué avec Jésus-Christ. Et du coup, quand est-ce que toi, comment tu te définissais en tant qu'enfant, pardon, déjà? Comment est-ce que tu étais plutôt jovial, plutôt terrible, une grosse pile? Déjà, on avait compris qu'il fallait te fatiguer pour qu'on ait la paix, mais Eh bien, Jérémy, alias Junior pour les intimes, je balance mon surnom, c'est pas grave. J'étais assez agité, euh, j'étais souriant, j'étais un bon danseur, un bon comédien, j'étais un peu charmeur, comme dirait ma mère. Pour aboutir à mes fins, j'aimais bien charmer. Et ouais, j'étais déjà différent à l'époque. eh À l'époque, bien, tu, j'étais tu, déjà tu, différent. tu l'es plus, du coup, t'es plus. Je le suis encore plus, je pense. Je pense que le Ok. diamant a été poli sur tous les côtés. Mais déjà, je sortais un peu du lot plus jeune avec mes frères et sœurs. Mais je savais pas pourquoi, je savais pas comment, mais il y avait déjà quelque chose de, de spécial, on va dire ça comme ça. Ça, tu l'avais toujours compris, tu l'avais toujours vu en toi, ou c'est quelque chose que tu comprends que maintenant, je veux dire, en étant adulte? Je comprends maintenant en étant adulte, mais au début, c'est de l'inconnu parce qu'en fait, quand tu es jeune, avant l'âge de 10 ans, voire même un peu après, tu ne te poses pas ce genre de questions. Tu sais pas en fait, mais c'est là. Qu'est-ce que tu t'es rendu compte que ta sexualité était Ouais. différente? Eh bien, je pense que je m'en suis rendu compte fin primaire. Fin primaire, je m'en suis rendu compte. Enfin, en primaire, je m'en suis rendu compte. Après, à cet âge-là, ben, on est très jeune, que on est encore un peu sous l'influence de notre éducation, notre milieu familial, social, environnemental. Et on ne veut pas forcément décevoir. On se dit,
c'est pas quelque chose qui est commun, donc il y a peut-être une erreur, donc force-toi, tu verras, tu vas peut-être apprécier les filles. Et après, en grandissant, bah, tu t'émancipes, pardon, tu comprends plus de choses, tu te renseignes et quand ça va bien, tu finis par t'accepter et au final, tu le vis bien. Mais déjà à ton jeune âge, quels ont été les éléments qui t'ont fait dire, bon, ah, ça, c'est pas pour moi, ça, c'est pour moi. Et En que fait, bon, il y a quand même une divergence entre moi et les autres, quoi. Est-ce que euh, c'est comme tout le monde, genre, genre, comme tout le monde en classe de primaire, t'as un garçon qui te plaisait et... c'est totalement ça, mais bien sûr. Je me regardais plus facilement, je me retournais plus facilement pour regarder Jérôme, le grand qui faisait du basket, qui était dans ma classe, qui était charmant et mignon, et plutôt que de regarder Mélanie, qui était sympathique, intelligente et avec qui j'ai rigolé beaucoup. Donc Mélanie, c'était ma meilleure amie, on était toujours ensemble, et Jérôme, bah du coup, Mélanie et moi, on commentait les faits et gestes de Jérôme parce que on avait des papillons dans le cœur. Enfin, oui, oui, oui. Bien sûr. Et puis après, bah, on se voile la face, on n'accepte pas trop, on le dit pas trop, on le dit à sa meilleure amie qu'on fait passer pour notre copine devant nos parents. Oui, bah, cette histoire, je pense qu'elle est commune pour beaucoup d'entre nous, sachant que nos parents noirs, afro, antillais, africains, bah, c'est vrai que c'est pas forcément quelque chose qui est très ancré dans nos coutumes, dans nos cultures et dans nos coutumes, pardon. Donc, c'est compliqué de s'assumer et d'affirmer notre homosexualité à nos parents directement. Donc, on a souvent du mal à s'accepter soi-même. Et quand on s'accepte, on le dit tardivement à notre famille parce que malheureusement, parfois, ils sont pas toujours les plus tolérants, même si qu'ils nous aiment. Mais on en reviendra après de tout ça. Bah, c'est un peu la prochaine question parce que à l'heure actuelle, on sait que tu es une personnalité publique, tu es out aussi, et j'aimerais bien qu'on aborde aussi l'aspect bah, du coming out après ton cheminement et tout, quand tu as réussi à t'accepter, comment ça s'est passé, enfin, l'enchaînement des choses et tout, comment s'est passé ton coming out? Est-ce que je peux nous en parler? Ouais, alors mon coming out, il a été... de toute façon, le coming out, il fait toujours en plusieurs étapes. La première, on va dire, ça a été près de mes copains du rugby, que je côtoyais depuis plusieurs années et avec qui j'ai tissé des liens très très forts. Donc en fait, c'était comme mes frérots, mes meilleurs potes. D'ailleurs, je pense, c'est pas que je pense, en étant totalement honnête envers vous, et ça, je pense que je l'ai jamais dit, donc c'est une excuse que je vous, que je vous donne aujourd'hui. Mon premier coup de cœur, la première personne que j'ai pu aimer, c'était un copain du rugby. Même si qu'il s'est rien passé de spécial, mais à cet âge-là, tu as un peu moins de 14 ans. Donc, du coup, c'est là où tu échanges tes premiers bisous, tu découches les premières fois et où je ne prône pas du tout l'utilisation de l'alcool, mais c'est là où tu peux voir éventuellement tes premières bières ou verres de vin, même si que je ne prône pas du tout l'alcool. Et puis, il faut boire avec modération et après 18 ans. Et du coup, bah, en fait, oui, bah, lors d'une soirée ou deux, on se voyait souvent. Sauf que lui, c'était pas forcément réciproque, comme ça l'était pas du tout. C'est juste que lui, en fait, il tentait, il essayait. Et avec moi, c'était cool. Sauf que moi, j'étais tombé amoureux et lui, il était pas forcément amoureux. Donc voilà, mais bon, c'est pas grave, ça s'est très très bien terminé. On a beaucoup parlé après. Et aujourd'hui, ce monsieur, il est papa, il est en couple. Mais en tout cas, oui, j'ai eu des papillons pour lui plus jeune. Mais enfin voilà, donc du coup, ça pour revenir à la question. Est-ce qu'il a su, est-ce que tu lui as dit un jour ou jamais? Oui, je lui ai déjà dit, il était au courant, mais malheureusement, il pouvait rien faire pour moi. Donc, il fallait que j'arrive à passer à autre chose. Chose que j'ai réussi à faire, parce que sinon, je me serais détruit et je n'aurais pas été heureux. Et c'est compliqué de tomber amoureux d'une personne avec une autre orientation affective que la mienne. Et puis, je sais que je suis pas le seul. Nous, on est tous malheureusement tombés amoureux de notre ami hétéro parce que on contrôlait pas forcément nos sentiments. On avait du mal à s'accepter, à s'assumer soi-même. Donc, c'était compliqué aussi de contrôler nos sentiments. Mais ça, c'est quelque chose qu'on apprend avec le temps et comme on dit, c'est en se trompant qu'on apprend.
Mais et puis je ne pouvais pas le détourner, je n'allais pas le détourner. Enfin, c'est pas, ça se passe pas comme ça. Donc voilà, mais ça m'a permis de grandir aussi, de ne pas mélanger mes sentiments et l'amitié que je pouvais avoir avec qui que ce soit. Et donc en fait, au rugby, bah, j'ai toujours été respecté par tout le monde parce que je ne mélangeais pas les sentiments amicaux et les sentiments amoureux. Donc je mettais vraiment une barrière là-dessus. Et pour finir de parler de mon coming out, eh ben, je l'ai commencé au rugby dans un premier temps. Dans tous mes clubs, j'ai toujours dit que j'étais gay et ça a toujours été accepté parce qu'en fait, j'ai toujours pris le temps de gagner la confiance de chacun et de leur expliquer que on était là pour jouer au rugby, on n'était pas dans une backroom ou autre, dans un lieu de rencontre. Donc, il n'y aura pas de problème envers moi parce que souvent, il y a cet amalgame entre l'homosexuel dans un vestiaire ou dans une pièce et du coup, ils pensent que vu que je suis présent, il y aura du sexe. Ils sexualisent beaucoup la personne homosexuelle. Alors que pas du tout. On est là pour travailler, on est là pour étudier, on est là pour s'amuser dans un club, par exemple, où on est là pour faire du sport, mais on n'est pas là pour échanger un flux, faire des va-et-vient avec un bassin. Enfin, il n'y a aucun problème là-dessus, quoi. Et parfois, les gens, ils ont un peu cet amalgame, ils ont un peu du mal à... Et ils s'inquiètent pour rien parce que et du coup, ça crée des tensions inutiles. Donc, moi, j'ai réussi à bien faire comprendre aux copains qu'on était là pour faire du sport, qu'on allait aller dans le vestiaire pour changer notre tenue de civil, pour mettre notre tenue de guerrier, de combattant, de rugbyman, qu'après l'entraînement, on va sous la douche parce qu'on s'est entraîné, on a joué un match, donc on a sué, donc on va se laver. Et puis, à part ça, on fait rien d'autre. Et puis, donc, du coup, j'ai toujours été accepté dans tous mes clubs parce que je suis Jérémy, le pote du rugby, pas Jérémy, le prédateur sexuel, parce que je ne suis pas un prédateur, je suis un joueur de rugby. Et donc voilà, donc ça c'était mon premier out avec les gars du rugby. Après le deuxième, ça a été bah, surtout à l'école, avec les gens avec qui je m'entendais bien, je disais que j'étais gay. Au début, je disais que j'étais bi parce que je m'assumais pas trop, mais après je disais que j'étais gay très rapidement. Après mes 18 ans, j'ai plus dit que j'étais gay que bi. Et après mes 18 ans, à partir de 20 ans, c'est là où j'ai commencé à le dire un peu plus à ma famille, à mes frères et sœurs. La réponse est très très longue, mais j'y arrive bientôt à la fin. Et donc oui, après mes 18 ans, 20 ans, j'ai commencé à dire à tous mes frères et sœurs. Donc j'ai commencé par mes sœurs, puis mes frères. Après, j'ai fini par ma mère. Et le dernier au courant, c'était mon père. Mon père, j'ai toujours eu du mal à lui dire parce que, bah, en tant que jeune issu de l'immigration, la diversité, tes parents antillais, africains, bah, c'est pas toujours les plus ouverts d'esprit, parfois. Et donc, du coup, dans ma jeunesse, j'ai toujours entendu des mots assez durs sur la communauté queer. Et du coup, mon père, je savais que c'était pas forcément le mec le plus tolérant, le plus ouvert d'esprit. Et avec le temps, j'ai appris que il répétait des choses qu'il a pu entendre dans sa jeunesse, dans son éducation, donc je lui en veux pas du tout. Mais c'est vrai que ça m'a pas forcément aidé à m'accepter, à m'assumer et à me construire. Donc c'est pour ça que j'ai tardé à lui dire. Et à mon père, en fait, c'est simple, c'est la télé qui lui a dit à l'âge de 30 ans sur un documentaire qui s'appelle Faut qu'on parle, qui est disponible sur Canal+. Et du coup, en pleurs devant la caméra, je lui dis que je suis gay et que je suis son enfant. Je ne suis pas moins bon ou meilleur que ses autres enfants, mais aujourd'hui, j'ai envie d'être honnête avec toi et je te dis clairement mon orientation sexuelle. Et mon père l'a très bien pris. Il m'a quand même engueulé en me disant, t'es pas obligé de passer par la télé pour me le dire. Mais voilà, aujourd'hui, mon copain mange à la table de mes parents et tout se passe bien et je suis un homme très heureux, comblé et j'ai le soutien de ma famille, donc c'est cool. Est-ce qu'on peut savoir qu'est-ce qui t'a vraiment motivé à le faire? Est-ce que tu es arrivé à un point où tu t'es dit, c'est un très gros peut-être mensonge, je ne sais pas, comment tu l'as décrit, comment ça s'est concrétisé dans ta tête? Et comment ça t'est venu l'idée, comme ça, de vouloir affronter ton père, affronter tous ses préjugés et lui dire, te mettre à nu et lui dire que voilà, papa, je suis gay, même si c'est à travers la télé, mais comment ça t'est venu? Eh ben,
l'idée ne m'est pas venue dans la tête. C'est les journalistes de Canal+ qui savaient que j'étais out dans mon club et qui sont venus me chercher, c'est surtout ça. Et du coup, on va dire que moi, j'ai accepté de faire ce documentaire pour justement donner un peu de visibilité, de force, d'information à des jeunes qui, comme moi, se cherchaient, qui manquaient de représentation, qui n'avaient pas euh, d'informations sur le sujet, de connaissances, pardon, de personnes queer afro-sportives. Et du coup, je me suis dit, bah, moi, malheureusement, j'ai pas eu cette chance d'avoir une représentation, mais pourquoi pas en être une pour la nouvelle génération. Et c'est comme ça que j'ai accepté de faire ce documentaire. Et, et en fait, en faisant ce documentaire, je me suis dit, bah, vu que tu fais ce documentaire pour la nouvelle génération, profite-en pour faire passer un message à ton père. Donc voilà ce qui s'est passé. C'est quand même courageux de l'avoir fait parce que tu es un des premiers sportifs, en France en tout cas, à avoir ouvertement proclamé qu'il était, enfin, qu'il était gay et d'autres l'ont fait pendant qu'ils étaient en retraite et toi tu l'as fait en activité. C'est quand même un moment fort. Exactement. Je l'ai fait en activité. Et pour le coup, pour rectifier un peu ta phrase, au niveau du rugby, je suis le premier à l'avoir dit en France. T'es le premier, ok. Voilà. Bah ça change tout. Premier rugbyman professionnel en activité à avoir fait son coming out. Mais en tant que personne noire, t'es le premier dans tous les sports en France, non? J'ai l'impression. Bon, on cherchait pas à te mettre. Et je sais pas, mais si tu as bien fait ton travail, je vais te dire oui. Mais moi, j'ai pas fait ce travail-là. Après, comme je vous dis, c'est pas une compétition, c'est pas une course. Non, pas du tout, Il mais n'y a c'est aucune important. obligation. Il y a C'est aucune important. obligation de le dire selon le cadre familial ou autre. Ça sert à rien de se mettre en danger et le dire absolument. Moi, j'ai eu l'occasion de le dire parce que j'étais émancipé, je gagnais ma vie, j'étais bien et je voulais juste être honnête avec même mon père. C'était le seul qui n'était pas au courant, enfin, le seul qui n'avait pas eu l'information en sortant de ma bouche. Et voilà, mais que je sois le premier, le dernier ou pas, je l'ai fait et je l'ai fait pour aider les autres. Mais en tout cas, si je suis le premier, je suis content, c'est cool, ça m'ouvre des portes et ça va ouvrir aussi des portes à d'autres jeunes qui manquent de visibilité. Et merci aussi à ce que vous faites, mais voilà, premier ou pas, c'est pas grave, mais en fait, ce qu'il faut, c'est en parler. Il faut qu'on parle. Mais t'avais quand même un peu peur de le faire à ton père en tant que out. Tu l'as fait à travers du coup cette émission. Comment a évolué votre relation après ça? Est-ce qu'elle a été différente? Est-ce qu'elle a changé ou est-ce qu'elle s'est au contraire renforcée? Elle a pas changé, pourtant j'ai eu peur. J'ai eu peur, 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 peur. Mhm. Elle change, mais ce que mon père m'a prouvé, c'est la plus belle des choses que l'amour d'un parent ne doit pas être plus fort que l'homophobie. Enfin, l'homophobie ne doit pas être plus fort que l'amour d'un parent vers son enfant. Et donc, mon père, même si qu'il était dur plus jeune, mais après lui avoir dit mon homosexualité, mais rien n'a changé. Et c'est aussi le message que je lui fais passer dans le documentaire. Je lui dis, ben voilà, papa, je suis gay, je te le dis, mais en fait, je veux pas que ça crée un fossé entre nous. Je veux juste passer la ligne d'arrivée, être honnête envers toi et te tenir informé. Et mon père, pour le coup, oui, a entendu ce message, a entendu aussi la détresse d'Amandine Bouchard, une Antillaise également, judokate en équipe de France, vice-championne olympique en individuel et championne olympique en équipe, qui a malheureusement plus de contact avec sa maman parce que sa mère, antillaise, n'a pas accepté son homosexualité. Et son père, malheureusement, décédé. Donc, elle se retrouve, c'est les mots de sa mère, considère-toi orpheline, car je n'accepte pas ton mode de vie. Et c'est une mère qui a porté Amandine pendant 9 mois dans son ventre, qui l'a nourrie, logée, blanchie, éduquée, et qui lui dit clairement au revoir. Alors que sa fille, elle est championne olympique, c'est un petit bout de chou énorme, je l'invite à la suivre pour les prochains JO à Paris, parce que j'espère qu'elle va décrocher la médaille d'or. J'adore cette fille, je la soutiens, je lui fais de la pub. Mais voilà, tout ce qu'on veut en tant qu'enfant, c'est ne pas décevoir nos parents, avoir leur amour et puis évoluer auprès d'eux ou pas, mais les avoir quand même à proximité et ne pas forcément couper les ponts avec eux parce qu'en fait, ils sont pas forcément tolérants et qu'ils n'acceptent pas notre homosexualité. Parce que ça, on ne le choisit pas. On est comme ça, on ne devient pas homo.
Et c'est pour ça que je parle avec vous aujourd'hui, pour aussi déconstruire quelques mentalités, parce que il y en a qui pensent que c'est un effet de mode, on devient gay. Mais en fait, non, je ne deviens pas gay. Avec la société actuelle et le nombre d'abrutis, excusez-moi de vocabulaire, s'il y avait un choix entre être à vivre l'amour sans trop de problèmes ou vivre l'amour avec beaucoup de problèmes, ne serait-ce que en tenant la main de son compagnon ou de sa compagne ou en lui faisant un bisou dans la rue, eh ben souvent on va plus choisir la tranquillité. Et nous, pour le coup, on n'a pas choisi, on est comme ça. Et du coup, avec le temps, on accepte et puis on fait tout pour vivre heureux. Parce que c'est que de l'amour. Voilà, voilà. Totalement. Moi, je voulais revenir sur la relation que tu as avec ton père. Est-ce que de prime abord, quand il a eu l'information, est-ce qu'il a directement bien pris ou c'était un processus? Non, il a bien pris. Après, mon père, il le Ah, savait déjà. Il le savait déjà. Et c'est un peu le côté un peu tabou dans les familles noires. On parle pas de euh, sexe. On parle pas de ouais, sexe. Alors que euh, ils nous font pas, sans rentrer dans les clichés, mais les blancs, il y a un, deux, voire trois enfants. Les noirs, il y a plus de quatre enfants, souvent. Et en fait, il- l'esprit du Saint-Esprit, je suis tombé enceinte comme ça. Oui, madame. On sait très bien comment on fait un enfant. Donc, au bout d'un moment, ce serait bien qu'il y ait un peu plus d'éducation sexuelle dans nos familles parce que c'est important. Il faut parler, il faut communiquer et il faut arrêter de laisser ce sujet-là tabou parce qu'au final, ça va pas nous aider à nous construire. Savoir mettre une capote, mon père me l'a jamais dit et c'est dommage. Ma mère m'a toujours dit, protège-toi, 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 mais elle m'a jamais dit comment faire. Elle disait la même chose à mes sœurs, mais on n'en parlait pas plus que ça. Et va à l'église, va à l'église, va à l'église, oui, mais bon, au bout d'un moment, enfin, ce que je veux dire par là, excusez-moi, je me perds, c'est juste que nos parents, ils ont fait des enfants, mais après, ils ont du mal à leur parler de sexe, alors qu'ils nous ont fait en faisant du sexe. Donc, voilà. En fait, en gros, ils survolent vraiment. En fait, ils vont pas au bout de leurs conseils. T'as des demi-conseils. Protège-toi, mais pas Voilà. souvent, tu comment. n'en as même pas, hein. Bah oui, souvent, t'en as Souvent, tu même n'en as même pas. pas. Du Moi, j'ai jour au Voilà. pas. lendemain. Et puis, du Ouais. jour au lendemain, on te demande quand est-ce que tu te maries, quand est-ce que tu fondes une famille, out of nowhere, sachant on n'a jamais attendu ça de toi. Donc, tu comprends pas. Enfin, il n'y a même pas de transition. Il n'y a même Non, pas de c'est ça. transition. Mais Pareillement. sans même vouloir parler de sexe, des fois c'est juste par rapport à l'amour. Des fois dans des familles, t'as pas de démonstration d'amour ou quoi que ce soit, et on te dit tout de suite que tu dois, quand tu es un homme en âge de te marier, quand est-ce que tu te maries. Mais en fait, on t'a jamais vraiment exprimé, montré comment aimer une autre personne, comment le démontrer, comment tu... Genre, t'es pas prêt à avoir quelque... Je sais pas comment, en fait, les Si, si. parents... Et- C'est assez bizarre, je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Oui, non, on oui. comprend très Mais bien. Et je pense qu'on te ah, comprend totalement, mais j'essaie quand même d'être quand même empathisant parce qu'ils ont grandi aussi dans ce système. C'est Leurs vrai. parents Ah, aussi ont agi de la même manière. Donc, si, non, parce c'est que vous savez, déconstruit Et aujourd'hui, c'est ce que je disais tout mais à l'heure, ce que je ne lui en veux pas à mon père. Parce que c'est son éducation. Sauf que nous, pour le coup, en plus en France, en Occident, enfin, et puis même en Afrique ou aux Antilles, c'est aussi bien que les mentalités évoluent. Mais en gros, ce qu'il faudrait, c'est avoir le plus de communication, surtout entre un enfant et ses parents, parce que la communication, c'est la base de tout dans toutes les relations. Et si même dans notre propre famille, il y a une communication éphémère sur certains sujets importants, c'est dommage. Ça va pas nous aider à nous construire. c'est ça. Surtout que dans leur modèle d'éducation, c'est assez traditionnaliste. Ça sera à la base de la démonstration d'amour se fait par des actes. Tu payes l'éducation de l'enfant, voilà, tu payes, tu fais en sorte qu'il puisse manger. Il n'y aura pas de mots pour te dire je t'aime, il n'y aura pas de mots pour te dire. Exactement. Mon père m'a dit je t'aime à 30 ans. Pour la Et c'est première ce que je m'apprêtais à dire que fois. lorsqu'ils vieillissent, bizarrement, ils s'attendent à une certaine forme d'amour venant de toi. Mais Mhm. pourtant, tu as envie de leur dire, mais tu m'as pas appris à faire ça en fait. Tu m'as Eh ben pas appris à oui, faire ça. Pourquoi moi est-ce je que ne suis tu pas t'attendrais à ce habitué. que je On n'est pas puisse à l'aise. dire ça? Bah ouais. Ouais, on n'est pas à l'aise. Moi, je suis pas à l'aise à dire ah papa, je t'aime parce que maman, on m'a pas montré ça. On m'a pas
On m'a pas appris ça. On m'a appris une forme d'amour, oui, à travers les actes. Je sais qu'il m'aime, tout ça, mais on m'a pas appris en mode, ouais, je suis très fier de toi, je suis ceci, je suis. Les compliments à gauche, à droite, et tout. On m'a pas appris ça. Mais bizarrement, avec l'âge, ils deviennent un peu plus mous. Ils veulent recevoir cet amour. Je dis, mais à un moment donné, il faut aussi être cohérent. Tu ne vas pas, je vais pas te montrer quelque chose que tu m'as pas appris à faire, tu vois. Donc, Et c'est ça un peu le problème c'est de aussi nos à nous parents. aussi, éventuellement, d'inverser les rôles. Mhm. Ils n'ont pas appris, mais nous, on Exactement, peut leur apprendre. exactement. C'est Ils ce nous que ont je pas voulais appris, Oui, mais nous, nous, ça on te peut rajouter. rappelle leur une apprendre. discussion, non? Ça te Et rappelle Oui, une si on discussion attend qu'on avait toujours eue. après l'autre, on n'aura rien. Parfois, aussi à nous de prendre le taureau par les cornes, comme ils disent les Blancs, et d'avancer et d'aller au combat. exactement. C'est un peu pour revenir à ce que Art a dit, qu'il faut être compatissant envers nos parents parce que c'est ce qu'ils ont appris de leurs parents. C'est vrai, mais il faut pas oublier que nous aussi, on a eu le même schéma qu'ils ont eu eux, et quand même, on a eu un certain, comment dire, une certaine distance. On a pu voir ce qui n'allait pas, et on a pu voir qu'on était dans une situation qui n'est pas forcément normale. Et je pense qu'à un moment C'est donné, parce qu'on est une Mais génération c'est parce que dans le monde on est une dans lequel on vit génération actuellement, transitionnelle, en fait. voilà, On tout est une simplement. génération transitionnelle. ouais, c'est Ceux vrai. après nous, ils auront des nouveaux codes qui seront totalement différents de ceux de nos parents. Mais nous, on était vraiment la génération de transition. Possible. Après, peut-être que ceux après nous, ils diront que nous aussi, on est la génération de C'est ça. transition. Mais oui, mais tous les codes et les mœurs se changent à Exactement. chaque fois, bien sûr. Puis nos Mais parents, pour ils étaient dans un monde d'après-guerre aussi, donc ils avaient leurs problèmes, leurs difficultés. Nous, on va dire, on a eu quoi? On a eu le Covid. Oui, bon, le Covid, ça a duré 2 ans, c'était horrible, mais bon, on n'avait pas notre liberté, on pouvait pas sortir, on pouvait pas aller en boîte. Ça nous Mais a appris à nous laver les mains. voilà. C'est chaque génération, chaque époque, chaque décennie a ses problématiques. ah, c'est pas exactement. Et tout Pour évolue. revenir sur le sujet, je voulais te demander par rapport à tes coéquipiers, quand tu leur fais ton coming out, en général, comment ils réagissent? Parce que, bon, même s'ils te connaissent, tout ça, est-ce que par la suite, tu as déjà eu quand même, dans le milieu du rugby, eu à faire face à des remarques homophobes venant d'eux ou, des mots un peu mal placés De la ou des attitudes discrimination, de Oui, mal placées? l'homophobie. alors, Exactement. oui, après moi, enfin, oui. Le mot, faut pas retenir le oui. Faut retenir que malheureusement, au quotidien, il y a toujours des mots déplacés ou des blagues sous forme de rigolade. Sauf que moi, au bout d'un moment, tous ces mots doux, tous ces trucs, j'en ai marre de les subir. Et en fait, moi, j'ai la possibilité, et sans parler de violence, mais j'ai aussi cette force physique, pas physique, morale, de leur dire clairement, les gars, stop. Genre, oh, bande de PD, dépêchez-vous. Il y en a un PD ici, il est là. Donc, utilise un autre mot pour parler des autres. Ou sinon, enfin, à chaque fois, dès qu'il y a quelqu'un qui utilise un mauvais mot et qui surtout utilise un synonyme, euh, pas un synonyme, un mot vulgaire, souvent associé à l'homosexuel, donc vous les connaissez tous, hein, tapette, tarlouse, PD, baltringue, tous ces noms d'oiseaux, pardon, et bien moi je suis toujours là pour les recadrer, pour les sensibiliser, pour leur faire comprendre qu'il faut changer leur vocabulaire. Parce qu'en fait, moi, en gros, je corresponds à tous les petits noms qu'ils viennent de dire, mais en fait, je suis jamais visé. Mhm. Et à chaque fois, ils se sentent bêtes. Ah merde, ah oui, mais c'est parce que je voulais dire, mais le prends pas mal, mais ouais, mais tu sais, C'est des réflexes, quoi. exactement. Mais sauf qu'en fait, ces réflexes-là, euh, il faut arrêter de les dire en public. Et il faut arrêter de les dire tout court. Parce qu'après, j'ai pas envie de rentrer dans une polémique où les gens vont dire oui, mais on peut plus rien dire, on peut pas dire juif, on peut pas dire noir, on peut pas dire pédé, on peut pas dire arabe. On peut parler, mais il y a des choses qu'on ne peut pas dire devant tout le monde. Et il y a des choses où il y a d'autres mots qui sont plus appropriés pour parler d'un sujet ou d'une personne. Donc voilà.
Et en fait, Et moi, surtout que c'est souvent des mots qui sont utilisés dans des discours de pseudo-motivation dans ce type de oui, mais on peut milieu. se motiver On n'est autrement. pas des tapettes, nous, on n'est pas Et des tapettes. alors, Allez, moi, je suis une gagnez tapette et votre je crois que life je vais perdre encore. mon match. Moi, je suis un gros PD et t'inquiète pas, ce match, on va le gagner. Donc, non, genre, on n'est pas des paddies, on va les défoncer. Et les gars, on a super bien travaillé tout au long de la semaine. On connaît toutes nos combinaisons. On est en forme. On a bien dormi. Voilà, on va se défoncer pour le copain de droite, de gauche. Ça, c'est un discours qui va motiver la personne. Et à aucun moment, j'ai dénigré qui que ce soit. Mais on n'est pas des PD, on va gagner. C'est bon. Au bout d'un moment on peut se motiver autrement. En fait, je vais peut-être aller loin parce que ça me fait un peu penser à des sortes de micro-agressions raciales sous couvert de blagues qu'on a l'habitude d'entendre en tant que noir et Mhm. qu'on laisse forcément passer parce que bah, on veut pas chercher le conflit, on veut pas se fatiguer On continue le à combat. éduquer et tout et tout. Mais toi, tu Voilà. as tendance à réagir et à pointer du doigt que ça va pas, ça c'est pas comme ça, il faut changer ta Mhm. manière de penser. Est-ce que tu penses que c'est efficace dans le combat de construction contre l'homophobie d'agir comme Je ça, ne de cette sais pas manière? si c'est efficace, mais en tout cas, une personne qui fait une bêtise quand elle est reprise directement et devant les gens, même si je ne le fais pas de manière pour rabaisser cette personne, mais au moins, elle a compris, entendu que son dialogue, son discours n'est pas forcément le meilleur ou le plus approprié. Mhm. Donc, du coup, le fait de reprendre cette personne devant d'autres personnes et souvent ses camarades, ses potes qui rigolent à ses blagues, et bien le soir, quand il sera chez lui, il va se dire, ouais, au final, Jérémy, même si qu'il m'a un peu humilié, mais au final, il a raison dans le fond. Euh, Mais pour se sentir humilié, il faut aussi que les autres soient totalement désensibilisés. Parce que si tu lances ça et que tu as à côté ces amis qui rigolent quand même à ces blagues, enfin, tu vois, là, Oui. ça aura toujours l'effet inverse, quoi. Mais il faudra toujours parler, reprendre les gens. Mais après, tout le monde n'est pas obligé de le faire parce que je ne veux que personne se mette en danger pour une simple réflexion ou un simple mot. Je ne veux pas forcément dire aux gens de se rebeller à chaque fois. Mais moi, je sais que j'ai cette force et cette possibilité de le faire. Je me mettrai jamais en danger. Mais s'il y a une personne dans mon entourage, professionnel, amical, ou voisinage, enfin même mes voisins, qui se comportent mal, et bien moi, je vais leur dire. Et puis, je vais leur dire avec mes mots, à ma façon, selon mon humeur, ça sera, je mettrai plus ou moins de forme. Mais, mais voilà, enfin, moi, je sais que avec mes 120 kilos, je le dis. Et j'aime aussi mettre les gens aussi, les mettre un peu mal à l'aise. Dans le sens où tu veux jouer au con, et bien on va jouer au con, mais sauf que je suis le roi des cons. Et je me prends pour personne, mais j'aime bien aussi les faire redescendre dans le sens où on est peut-être des homosexuels. Vulgairement dit, on se suce la bite, ok, d'accord, mais on va pas se laisser marcher dessus par des petits cons, parce que soi-disant, vous bouffez des chattes. Excusez-moi du vocabulaire, mais au bout d'un moment, on en a marre et on veut plus se laisser faire. Et puis nous aussi, on a des droits et nous aussi, surtout, on veut être respecté. C'est On va juste. devoir mettre explicite sur ce contenu. Parce que... Oui, tu peux, oui, Bip, 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 Ah, bip, bip. t'as failli la faire un period. Non, mais de temps en temps, les garçons, je suis désolé. Non, mais de temps en temps, il faut s'agacer. Et puis moi, je suis comme ça. Parce que il faut arrêter de se laisser faire. C'est juste ça. Et tu as l'impression que les gens sont sensibles à ça. Aujourd'hui, tu as entendu, que ce soit par tes coéquipiers, les gens autour de toi, tu as l'impression que le message est passé, tu as remarqué qu'il y a plus de, j'ai pas envie de dire respect parce que je pense qu'ils te respectaient déjà, mais est-ce qu'il y a plus de considération de tous ces trucs-là autour de toi, que ce soit sur le terrain? Alors, oui, il y en a. Après, c'est très éphémère. Et c'est pour ça qu'il faut toujours rabâcher, comme disait ma mère. D'accord. Faut rabâcher. Ma mère disait souvent, je préfère rabâcher, te dire plusieurs fois les choses, plutôt qu'on me dise que je ne te l'ai jamais dit. Et malheureusement, c'est ça. C'est qu'en fait, ça rentre dans une oreille, ça reste, ça ressort. Mais en fait, il faut toujours informer, sensibiliser, parce que les gens, souvent, ils veulent pas mal agir, mais c'est l'effet de mode, l'effet de groupe, les Hmm. mauvaises habitudes. Et c'est tout ça qu'il faut déconstruire, qu'il faut changer. Est-ce qu'il faut vraiment tout le temps être vigilant du coup? Tout le temps, ça dépend, parce qu'après, c'est aussi une charge mentale, c'est aussi, non, Exactement. c'est Mhm. aussi épuisant.
Moi, je milite beaucoup, je le fais parce qu'en fait, je ne veux pas être avec des personnes qui ne vont pas me respecter, Mhm. qui vont avoir un vocabulaire méprisant, qui vont pas me respecter tout court. Donc, en fait, si on travaille ensemble, tu sais comment je suis. Eh bien, respecte-moi, je vais te respecter, mais c'est dans les deux sens. Et si par contre, toi, tu commences à me manquer de respect, je vais te le dire deux, trois fois, mais au bout d'un moment, si toi, tu me manques de respect, tu n'auras plus de mon respect. Et le respect, ça commence par un bonjour. Même le bonjour, tu ne l'auras plus. Mais moi, je vais savoir passer devant toi et, comme une plante. Mais toi, par contre, tu vas te sentir bête. Mais sans en arriver là, c'est juste, il faut juste qu'on arrive à s'accepter, à vivre ensemble. Et ça commence par le respect, le dialogue, le bonjour, le merci, le au revoir. Mais Juste si ça. on en arrive là, c'est vraiment parce que t'as ignoré tous les avertissements avant, quoi. Mais Genre, oui, faut voilà. Mais, vraiment. mais les gens, souvent, c'est que à sens unique. Donc, Mhm, moi, je te demande de me respecter, je te demande de te renseigner, de faire attention à comment tu parles, surtout en ma présence, parce qu'en fait, ton vocabulaire matin me vexe, ne me plaît pas ou n'est pas adapté. Et mhm. si toi, tu continues parce que tu ne me respectes pas, tu ne veux pas faire l'effort de te documenter, de te renseigner ou de me parler ou juste de changer ton vocabulaire, donc au bout d'un moment, mon garçon ou ma fille, eh bien, on ne peut pas continuer comme ça. Et moi, je suis un peu comme, je fonctionne un peu comme ça. Un peu binaire parfois. Parfois, on me dit que j'avais mis de l'eau dans ton vin. Ça tombe bien, on est à Bordeaux, il y a beaucoup de vin, mais non, je rigole. Mais parfois, c'est trop. Parfois, c'est trop. Et parfois, je pense qu'il faut arrêter d'excuser tout le monde. La bêtise est humaine, je sais, je suis le premier à avoir fait des bêtises, mais au bout d'un moment, il faut avancer. Et si les gens ne veulent pas avancer, ben, on va les laisser. On va les laisser et puis nous, on va avancer. Et voilà. Après, oui, au rugby, un sport très tactile où souvent on se met une claque aux fesses pour s'encourager. Moi, pour le coup, par rapport à ma sexualité et pour éviter tout amalgame ou une lettre de la police, agression sexuelle parce que j'ai touché les fesses d'un copain pour lui dire bon match, eh bien moi, je les encourage, je touche l'épaule. C'est juste ça, c'est juste là-dessus où j'évite. Parce qu'en fait, si les gars, je m'entends très très bien avec eux, il n'y a aucun problème, je leur touche les fesses. Mais on peut pas s'entendre avec tout le monde dans un milieu de travail. Il y en a on va boire le café le midi ensemble. Et il y en a d'autres, on se voit au boulot, merci, bonjour, au revoir, et puis on se voit pas, on se verra jamais. Au sport, c'est comme ça. Et ceux avec qui je m'entends très très bien, ça peut m'arriver de leur toucher le cul parce qu'ils savent très bien qu'il n'y a aucune agression sexuelle ou il n'y a aucune envie de ma part perverse. C'est vraiment purement de la camaraderie. Mais pour éviter tout problème, je m'interdis limite de toucher les fesses de qui que ce soit. Je touche toujours l'épaule pour dire, allez, bon match, pour nous encourager. Mais est-ce qu'on te touche les fesses, du coup, toi? Moi, non. Moi, non. Parce qu'en fait, je suis peut-être un peu parano. Après, mes fesses sont peut-être pas forcément attirantes, donc c'est pas plus mal. Mais non, je rigole. Mais ce que je veux dire par là, c'est que je mets toujours une barrière avec les gars. Parce que je connaissais cette troisième mi-temps où, à chaque fois, on débriefe le match. Souvent, elle se termine avec beaucoup de boissons qui coulent dans le corps, pour ne pas dire des mecs un peu alcoolisés. Et du coup, souvent, les gars sont un peu plus tactiles, tout en étant hétéros. Mhm. Du coup, oh, allez, fais-moi un bisou. Sauf que moi, chaque fois, je leur dis non, 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 non. Laissez-moi tranquille, on garde nos distances, on se check, on se fait une bise. Il n'y a pas de bisous, il n'y a pas de nani, nana. Parce qu'après, quand moi, je vais vouloir aller plus loin, vous allez partir. Donc, laissez-moi, on commence rien, comme ça, il n'y a pas de problème. Les copains, on reste copains, il n'y a pas de tripotage, de bisous, d'échange de salive. Non, 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 non. Donc voilà. Mais Ok. mais est-ce que tu penses que c'est des comportements de désinhibition où il pourrait éventuellement se passer quelque chose Non, non, si tu non, pas du t'égarais? tout. Non, non, non. Non, non, mais non, il y a rien de... Non, il n'y a rien de tout ça. Allez, prochaine question. Ok, on va poursuivre. Du coup, là, depuis que tu as fait ton coming out et tout, tu es rentré dans le militantisme un peu. Moi, j'aimerais savoir, est-ce que du fait de ta double identité, penses-tu vraiment que depuis ton coming out médiatique,
qu'on a bien saisi que, bah, en fait, les enjeux autour de ta double identité dont je parlais tout à l'heure, le fait que tu sois noir et gay, est-ce que tu penses vraiment que c'est quelque chose que les gens ont saisi ou que c'est pas très important? Bah, les gens l'ont saisi parce que pour le coup, je milite beaucoup, mais après, je souhaite que ça ne soit pas important. Je souhaite et je voudrais et j'espère qu'un jour ce sera pas important. Euh, Noir, pour le coup, je vais pas mettre de coups de chou sur moi et ça se verra toujours. Et puis gay, ça ne se voit pas forcément, je ne le dis pas, ça ne se sait pas, mais c'est ce que je suis. Donc au bout d'un moment, je peux pas effacer mon identité. Donc moi, ce que je voudrais, c'est qu'en fait, on arrive à accepter les différences, la singularité de chacun, parce qu'en fait, là, je vais faire un truc un peu sympa dans le sens, c'est une année olympique. Et la devise des Jeux Olympiques, c'est plus fort, plus haut, plus loin, ensemble. Donc, si la société pouvait s'accepter et vivre ensemble, donc, ce serait très bien. Et Je du dis- coup, pour toutes ces personnes noires qui veulent, excuse-moi, je te laisse parler. Du coup, pour toutes ces personnes jeunes noires qui sont peut-être comme toi dans la même situation, est-ce que tu penses que c'est important qu'ils aient un modèle? C'est important. Après, ils peuvent eux-mêmes devenir leur propre modèle ou devenir le modèle des autres. Il faut qu'on arrive à s'épanouir soi-même sans compter sur les autres, comme disait mon père. Mais moi, je veux bien l'être pour pour ceux qui le veulent. Mais le plus important, c'est que la personne s'accepte, s'assume et vive pour elle. Et elle deviendra le modèle d'un autre. Et dans un premier temps, son premier modèle. Assumez-vous, vivez pour vous, emmerdez les gens. Soyez pas toujours égoïste, mais parfois, il faut l'être pour avancer. Et puis surtout, n'oubliez pas, c'est que de l'amour. Depuis ton coming out, Jérémy, est-ce que tu as constaté des changements dans la culture du rugby en termes d'inclusivité et de diversité? Ouais, après, c'était déjà le cas avant que je le fasse. Le Covid a ralenti les choses, mais dans mon sport, la Fédé et la Ligue nationale de rugby prennent ces sujets à bras le corps, donc c'est cool. Ils travaillent avec le magazine Tétu. Et d'ailleurs, ce mois-ci, mois de fierté, au mois de juin, Antoine Dupont, meilleur joueur de l'équipe du monde de rugby, capitaine de l'équipe de France et de Stade Toulousain, champion de France à multiples reprises, champion d'Europe aussi, enfin bref, un très grand joueur, a pris la parole pour parler des problèmes homophobes dans le rugby. Il m'a cité à plusieurs reprises dans ses interviews et ça, c'est un exemple que notre sport tend à être un sport encore plus inclusif parce que la différence, disons, fait la force de notre sport. Et la Fédération française de rugby aussi fait le même travail auprès de tous les clubs, auprès des acteurs, donc les joueurs, aussi les éducateurs et aussi les présidents. Parce que faut pas oublier les présidents parce que souvent ils sont décisionnaires de beaucoup de choses dans les clubs. Et quand le président il est con et il ne veut pas évoluer, et donc son club aussi n'évolue pas. Sauf qu'un club, c'est au minimum 500 personnes, voire beaucoup plus selon la grandeur. Voilà, voilà. Tu t'es mis en relation avant ton coming out ou après? Tu étais déjà en couple ou pas? Je me suis mis en couple après avec un monsieur Oh. qui s'appelle Clément Legrand, un artiste. On s'est rencontrés grâce à Brooke Grinder. Et en fait, ce monsieur est très, très, très connu. Il est suivi par beaucoup de gens. Et, euh, et en fait, c'est lui la star dans le couple. Et voilà. Est-ce que c'était déjà facile à l'époque pour toi de te projeter dans une relation avec quelqu'un du même sexe ou c'était pas envisageable quand tu étais encore dans ton cheminement Alors, d'acceptation? Clément, Belle c'est mon question, troisième belle copain. question. Troisième- Merci. Clément, c'est mon troisième copain et c'est le deuxième avec qui je suis en ménage. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour l'avenir, que ce soit professionnel, si tu as des projets que tu veux le Personnel. partager avec nous, Ouais. personnel. Eh bien, pour l'avenir, là, je vais être égoïste. Et je suis en pleine reconversion, donc du coup, me souhaiter un très bon poste dans une belle entreprise avec une bonne rémunération, beaucoup d'avantages
et une bonne mutuelle. Voilà, ça c'était pour la partie égoïste. Après, non, partie un peu plus utopiste, pardon. Un monde un peu plus inclusif, enfin, un monde plus inclusif, avec plus d'acceptation des singularités de chacun, parce qu'au final, on est pour être heureux, en bonne santé, et en espérant pouvoir rencontrer l'amour un jour. Donc, ce serait bien que toutes les formes d'amour, enfin, juste que l'amour soit rencontré et soit respecté par le plus grand nombre de personnes. Ça serait vraiment cool. Et puis, si on arrive à faire ça, je pense qu'il y aurait beaucoup moins de problèmes et du coup, il y aurait beaucoup moins de nécessité à être rôle modèle parce que du coup, ce serait un non-sujet, quoi. Et si tu avais un conseil à donner, quel serait-il? Quel serait-il? Oh là là, là, c'est très compliqué parce qu'en fait, T'en as plusieurs? chaque histoire est différente et pour En le coup, fonction de ton histoire à toi, quelqu'un qui peut, par exemple, se sentir concerné, ou ouais, à ouais. minimum. Mais après, je vais te donner un conseil, mais chaque histoire est vraiment singulière et puis on peut pas forcément, les conseils qui vont s'appliquer pour moi ne vont pas forcément s'appliquer pour toi ou pour Bueno, ou pour Yuri. Donc, c'est vraiment du cas par cas. Mais le meilleur conseil que je peux donner, et je ne veux pas passer pour le vieux tonton qui va répéter la même chose, le travail paye. Donc, surtout, travaillez les copains. Renseignez-vous, travaillez, soyez fidèles, soyez loyal, respectez-vous, protégez-vous. La PrEP ne protège pas tout, protégez-vous. Et puis, l'amour est beau, donc faisons tout pour pouvoir continuer à aimer. Merci à Jérémy d'avoir accepté de participer à cet épisode du jour. Nous espérons qu'il était aussi intéressant pour vous qu'il était pour nous. Merci d'avoir pris le temps de l'écouter jusqu'ici. Et si cet épisode vous a parlé, comme d'habitude, n'hésitez pas à nous le faire savoir à travers nos différents contacts marqués en description. Merci à mes amis Bono et Yuri. Et d'ici le prochain épisode, prenez soin de vous et à bientôt les ombres. À bientôt. Merci Bisous. merci Yuri, merci les hommes, bisous.